Bonsoir à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Ils sont l'avenir de notre pays et pourtant, ils ont du mal à boucler leur fin de mois. La situation des étudiants précaires en France est très préoccupante. Alors, comment faire pour améliorer leurs conditions? C'est notre question du jour, on en parle dans un instant. Donner toutes les chances de réussite aux filles issues de milieux populaires ou modestes, c'est l'objectif de Capital Filles, dont on recevra tout à l'heure la secrétaire générale. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Michael Dos Santos pour sa chronique Vue à l'étranger. Aujourd'hui, il nous amène au Danemark pour nous parler de mixité sociale à l'école. Michael Dos Santos qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Michael. Bonjour. On commence avec le déplacement de Pape Ndiaye et de Brigitte Macron. Le ministre de l'Éducation nationale et l'épouse du président de la République se sont rendus hier dans un collège de Seine-et-Marne en région parisienne. Un moment d'échange avec des élèves, des membres de l'établissement, mais aussi les acteurs et le réalisateur du nouveau clip de sensibilisation contre le harcèlement. Ce spot sera diffusé très largement jeudi prochain dans les médias à l'occasion de la Journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Je vous propose de le regarder. Défends-toi, vas-y, on te regarde. Oh non, mais elle est éclatée au sol. Encore elle, quelle pouffonne. Tu l'as bien cherché. Pauvre tâche, c'est moche. Et si l'autre, c'était toi? C'est dégueulasse. Crado. Je savais pas que tu avais tout ça. Élèves, parents, professionnels, en cas de harcèlement, appelez le 3020. En cas de cyberharcèlement, le 3018. Et voilà, la lutte contre le harcèlement qui est une priorité pour Pape Ndiaye. Une hausse des moyens est d'ailleurs prévue par le ministre de l'Éducation nationale pour Phare. Phare, c'est ce programme qui oblige entre autres les établissements à nommer des élèves ambassadeurs, une équipe spécialisée au sein de l'établissement ou encore à communiquer sur les gestes à adopter lorsqu'on est victime ou témoin. Selon le ministère de l'Éducation nationale, un enfant sur 10 est victime de harcèlement en France. Oui, d'ailleurs, un chiffre qui serait bien supérieur selon un récent sondage OpinionWay. Oui, d'après les résultats de cette enquête OpinionWay, 77% des jeunes scolarisés déclarent avoir subi des violences au sein de l'école. Si elles sont majoritairement verbales, les formes graves restent tout de même fréquentes. 26% des jeunes déclarent avoir subi du harcèlement moral, 15% des coups et 14% du sexisme, du harcèlement sexuel ou des violences sexuelles. Le collège est le lieu où se concentre le plus grand nombre de harcèlements, même si 30% des sondés révèlent avoir subi des agressions dès la primaire, voire même en maternelle. Enfin, un quart d'entre eux avouent avoir eu des pensées suicidaires, mais peu osent en parler. Alors si c'est votre cas, vous êtes victime de harcèlement, n'hésitez pas à faire le 30-20 pour le harcèlement scolaire, 30-18 pour le harcèlement en ligne ou encore le 119. Et un nouveau professeur qui est menacé par un parent d'élève près de Rouen. Oui, la scène s'est déroulée le 20 octobre dernier dans un lycée de Grand-Quevilly. Entre deux rencontres parents-professeurs, le père d'un élève de 16 ans, d'une élève de 16 ans, fait irruption dans la salle de classe. Dans un premier temps, il reproche au professeur son attitude vis-à-vis de sa fille qui le traite comme une merde avant de le menacer de lui décrocher la tête. L'origine de sa colère, sa fille, dyslexique, aurait été placée au fond de la classe délibérément. Or, le professeur n'était pas au courant de son handicap. La situation avait depuis d'ailleurs été réglée avec le proviseur. Depuis cette agression, le professeur est en arrêt maladie. Il a été placé sous protection et une plainte a été déposée. Pour terminer, on reste toujours à Rouen où plusieurs écoles ont été plongées dans le froid. Oui, nous ne sommes pas encore en hiver et déjà certaines écoles sont victimes des économies d'énergie des municipalités. Hier, lors de la rentrée, de nombreux parents se sont plaints des températures affichées dans plusieurs salles de classe de Rouen, jusqu'à 11 degrés pour certaines d'entre elles. Certains parents d'élèves ont décidé de rentrer chez eux au risque de voir leurs enfants tomber malades et d'autres ont préféré tout simplement suivre les consignes. Alors parmi elles, il y avait couvrir les enfants avec des bonnets et des gants, garder le manteau, voire même ramener un plaid. C'est ce qu'avait conseillé l'une des écoles. Confrontée à la hausse des tarifs de l'énergie, la municipalité de Rouen a attendu le dernier moment pour allumer le chauffage après les vacances scolaires, ce qui explique ces basses températures. Mais tout devrait rentrer dans l'ordre avant la fin de semaine. C'est ça, une fois que les enfants seront malades. Et une fois que les enfants sont malades. Et puis, juste pour la petite précision, on rappelle que éteindre son chauffage pendant 2 semaines, c'est parfois moins économe que de le laisser allumer à basse température. Voilà, c'est une petite précision chauffage. Merci beaucoup, Michael. Je vous en prie. Comment lutter contre la précarité étudiante? C'est notre question du jour, on en parle tout de suite.
Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Clément Tougeron. Bonjour. Bonjour Virginie. Vous êtes analyste politique et face à vous, Kad Nedjari. Bonjour. Bonjour Virginie. Vous avez 23 ans, vous êtes étudiant, alors 2 masters, un master en informatique d'abord et puis un deuxième maintenant, c'est ça? Exactement. Je ne me trompe plus maintenant. Vous êtes en alternance chez Orange. Oui, absolument. La semaine dernière, on a eu un émoi, le terme est très clair, voire un choc général à la vue des larmes de désespoir d'une jeune fille qui s'appelle Maëlle, étudiante à Sciences Po. On regarde et on décrypte après une vidéo qui a été quand même vue 8 millions de fois. Je parle jamais de ça, mais là vraiment, j'en peux plus. Contexte, j'ai 20 ans, je suis étudiante à Sciences Po et je suis boursière. Et ça fait 4 ans, je rentre en ma 4e année d'études et ça fait 4 ans que chaque année, ils diminuent ma bourse. En première année, je pouvais vivre juste avec ma bourse et c'était vraiment super. Sachant que mes parents peuvent pas du tout payer mes études, genre ils ont pas les moyens. La deuxième année, ils m'ont coupé ma bourse de moitié, donc j'ai dû travailler. Je travaillais vraiment beaucoup, c'était pendant le Covid, ça allait pas du tout, mais enfin j'avais pas le choix. Ensuite, je suis arrivée à Berlin et genre je devais vraiment travailler 20 heures par semaine en plus de mes études qui étaient aussi genre 15 heures, 20 heures. Et c'était juste énorme et je travaillais beaucoup, j'étais super fatiguée mais ils ont continué, ils m'ont encore baissé ma bourse parce que, je cite, mes parents habitent à Mayotte donc ils ont un salaire plus élevé. Mon père est au chômage, ma mère elle travaille et elle a une augmentation de son salaire pour payer les courses qui sont super chères à Mayotte, vous savez, dans les DOM, genre le fromage coûte genre 10 € quoi, enfin bref. Et donc le fait que mes parents aient plus de sous, ils l'enlèvent sur ma bourse, sachant que c'est des sous pour que eux ils vivent là-bas et pas pour m'aider moi, parce qu'ils ont genre le strict minimum, ils ont 2000 et quelques de salaire à 2, ils payent 1000 € de loyer, enfin bref. Cette année, on a battu un record. Donc la situation de mes parents n'a pas changé depuis ma première année d'études. Ils sont juste maintenant à 10 000 km de chez moi et il faut donc payer les billets et je peux pas les voir. Et j'ai 100 € de bourse par mois et avec ça, je suis censée vivre, payer mes courses, payer mon loyer qui est de 400 €. Je suis à l'étranger en plus, donc enfin tout est plus cher. Et je travaille vraiment, ça fait 2 ans que je travaille au moins 20 heures par semaine. C'est énorme à côté de ces études. Genre mes études elles s'en prennent un coup, mais je bosse et je dis rien. Là j'ai un entretien d'embauche, genre je vais bosser encore, mais c'est juste, combien d'heures je vais devoir travailler pour pouvoir juste payer ma vie, juste parce que genre ils savent pas calculer. Je leur ai écrit, je leur ai dit, enfin la vie chère ça devrait pas être enlevé sur ma bourse en fait, enfin c'est pas normal. Et ils me disent ouais mais on peut rien faire en fait, peu importe qui t'appelle, tout le monde te dit ouais on peut rien faire. Et la dernière fois j'ai appelé pour avoir une aide d'urgence parce que je pouvais pas payer mon loyer. Et la dame elle me dit ouais mais vous avez travaillé cet été, vous devriez avoir des sous, déjà travailler l'été ça devrait pas être enlevé sur la bourse, enfin c'est super bizarre. Et après je lui dis oui j'ai aidé mes parents et elle me hurle dessus au téléphone et elle me dit ouais mais enfin vous devez pas aider vos parents et tout. Je suis en mode mais t'es qui en fait, t'es qui? Donc juste j'en ai marre, ce sera la seule vidéo que je ferai là-dessus, mais vraiment j'en peux plus. En fait je suis censée genre payer ma vie, comment je travaille, enfin je galère à faire des études et je suis pas censée autant galérer juste parce que mes parents ont pas de moyens. J'en peux plus, voilà, je suis désolée mais il faut que ça sorte, genre c'est hyper injuste les systèmes de bourse et il veut jamais gérer de cas personnels et si tu veux un truc particulier il faut faire genre des centaines de papiers, ce qui prend sur ton temps d'études, enfin juste j'en peux plus. Alors c'est un témoignage glaçant, on a tous le poil qui s'érisse, on est évidemment émus et cette vidéo a ému la France entière jusqu'à faire d'ailleurs réagir le ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. Comment on en arrive là? Est-ce que vous vous reconnaissez, Kad Nedjari, dans cette vidéo? Oui, bien sûr. Moi-même, j'ai été étudiant. Après ma licence, je suis arrivé à Paris. Et quand on arrive dans une nouvelle vie, quand on est étudiant tout court, il y a beaucoup de charges, beaucoup de dépenses, parfois des dépenses exceptionnelles. Donc bien sûr, moi, quand je suis arrivé à Paris, j'avais besoin d'aide. C'était dans une période de Covid. J'ai pas eu honte de dire que j'avais besoin d'aide. Et quand j'ai vu la vidéo de Maëlle, j'ai eu la chair de poule à l'époque. J'étais sur TikTok il y a une dizaine de jours. Et je pense que je ne suis pas le seul étudiant qui peut se reconnaître dans la vidéo de Maëlle, bien sûr. Une réaction aussi pour vous, Clément Tougeron. Est-ce que, vous êtes évidemment choqué, je l'imagine, et ému, mais est-ce que ça vous choque au point de vous dire « Oh, je ne savais pas » ou « Oui, si, vous saviez ». Tout le monde sait. Non, je pense que tout le monde sait la situation qui est très difficile pour les étudiants et pour leur permettre de faire des études. Aujourd'hui, on a 3 millions d'étudiants en France et sur ces 3 millions, 700 000 bénéficient de bourses.
Sauf que à ces bourses doivent s'ajouter un ensemble d'aides qui aujourd'hui ne sont pas suffisantes. Et l'État a besoin de pouvoir accompagner encore plus ces étudiants. Aujourd'hui, quand on voit une vidéo telle que celle que vous venez de montrer, on ne peut être que touché. Mais ça, c'est ce qu'on se dit ici sur ce plateau. Quand on regarde les réactions qu'il y a eu sur Twitter, sur TikTok, moi j'ai été effaré plutôt par les réactions des gens. Comme lesquelles ? Mais des centaines de personnes disant oui, mais c'est pas à l'État de payer les étudiants, elle a qu'à bosser, on paye déjà beaucoup trop, l'État finance tout. Et on se rend compte que dans beaucoup de commentaires, il y a eu à la fois une vague de soutien qui a été importante. Je crois qu'une cagnotte a été mise en place et elle a eu plus de 10 ou 12 000 euros. Elle a décidé de redistribuer pour des associations. Mais surtout, des commentaires disant que eh bien, finalement, c'est pas le problème de l'État. Et là, je crois qu'il y a un vrai sujet de savoir quel est le statut, quelle est la place des étudiants dans notre société. Et il faut que l'État puisse beaucoup plus porter le fer sur le sujet. Alors, il y a eu effectivement des petites avancées, il y a eu des choses qui ont été faites, augmentation des bourses sur critères sociaux de 4%, revalorisation des APL de 3,5%, bourse exceptionnelle de rentrée de 100 €, et on le voyait d'ailleurs sur la vidéo, 100 €, bon, gel des droits d'inscription à l'université et des loyers dans les résidences universitaires. Donc, bon, ok, l'État a mis des choses en œuvre, des initiatives, certes, mais on le voit bien. C'est pas assez. Il y a une antenne Réseau du Cœur en bas de chez moi, qui est déjà malheureusement avec des files très très longues, et on voit de plus en plus d'étudiants arriver. Est-ce que vous avez connu ça aussi ? Bien sûr. Alors, moi, je suis bénévole à Linky, qui est une association qui lutte contre la précarité étudiante. Et je me suis engagé il y a plus de 2 ans, juste après le deuxième confinement, parce que j'étais étudiant, j'avais besoin d'aide, et naturellement, avec cette aide, j'avais aussi besoin d'aider. Et au fil de ces 2 ans, moi, je pensais que c'était la période du Covid, donc c'était un moment T. Après, il y aura plus d'étudiants, il y aurait plus d'étudiants précaires, etc. Mais d'année en année, on voit le nombre d'étudiants augmenter. Moi, quand j'étais bénévole il y a 2 ans, il y avait 180 étudiants dans le 18e. Aujourd'hui, il y en a plus de 400 qui viennent chaque mardi prendre des paniers. Dans le 13e, il y avait 250 personnes. Il y a plus de 700 personnes la semaine dernière. Donc oui, les étudiants sont toujours aussi précaires. Vous parliez des 4% d'inflation, c'est bien, c'est une belle avancée, mais l'inflation, elle est supérieure. Bien sûr. Donc les 4% ne suffisent pas, donc c'est une augmentation, c'est bien, mais c'est une augmentation qui va juste amortir l'inflation. Qui n'est pas réelle compte tenu de la situation que vivent les étudiants aujourd'hui en France. Exactement, moi j'ai reçu les 100 € l'année dernière de prime du gouvernement pour les étudiants. 100 €, c'est un mois et demi, grand maximum de courses. C'est une fois par an, donc c'est pas suffisant. Et encore, quelles courses ? Parce que ça aussi c'est un sujet. Comment ça alimente les étudiants ? Aujourd'hui, les étudiants ne s'alimentent pas forcément, ils survivent. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a un chiffre qui a été fait pour les étudiants qui viennent dans notre association à Linky. Plus de 65% vivent avec moins de 50 € par mois après paiement des factures. Ce qui fait qu'ils ont 12,5 € par semaine pour se nourrir, pour se soigner, parce que parfois on tombe malade et l'État prend en charge 70%. Ils n'ont pas tous une mutuelle, pour les loisirs, pour le cinéma, pour les articles scolaires, pour les fournitures, pour le transport, etc. Donc c'est pas suffisant. Les étudiants aujourd'hui, majoritairement, même dans mon cercle d'amis, que ce soit dans les grandes écoles ou quand j'étais en simple licence à Montpellier, les étudiants ne vivent plus, ils survivent. On essaie de tenir semaine après semaine. On dit que c'est temporaire, que les études vont se finir un jour et après ces études on va travailler, etc. Mais pendant ce moment-là, de 3 ans pour une licence, de 2 ans pour un BTS ou pour 5 ans pour un master, on survit. Je rappelle justement cette étude à laquelle vous faites allusion. Précarité étudiante, 2 ans après, rien n'a changé. Donc publiée par l'association de lutte contre le gaspillage alimentaire Linky. 2 étudiants sur 3 sont en situation d'extrême précarité. Car une fois donc toutes les factures payées dont on parlait, effectivement, logement, charges, etc., abonnement de transport et autres, il leur reste 50 € pour vivre. On va en parler justement aussi avec vous, Clément Tougeron, puisque vous êtes analyste politique. Alors, en gros, les sujets majeurs qui touchent les étudiants, il y en a évidemment beaucoup, mais on va parler des 3 grands sujets majeurs qui sont le logement, l'alimentation et la santé, très clairement. Le logement, de nombreuses assos poussent un cri d'alarme face justement à l'afflux d'étudiants qui se disent sans logement, qui sont donc à la rue. La réponse du ministère, c'est quoi ? Aujourd'hui, il y a un ensemble
dans le parc public, il y a un ensemble d'appartements qui sont dédiés aux étudiants via les Crous ou des associations qui gèrent. Ça représente à peu près 250 000 logements. Sauf que sur 700 000 étudiants. Sur 3 millions d'étudiants. 3 millions, pardon. Et ces 250 000 sont quasiment tous dédiés à des élèves boursiers. Et bien évidemment, vous vous doutez bien que au-delà des 700 000 étudiants, entre les 700 000 et les 3 millions, eh bien, il n'y a pas que des gens riches. Ils ne sont pas tous millionnaires et en capacité de se loger. Donc déjà, il y a un déficit dans le parc. L'État avait proposé, enfin le candidat Emmanuel Macron en 2017 avait proposé de construire 60 000 places supplémentaires. Aujourd'hui, dans les études qui ont été faites, on oscille, alors bon, c'est des chiffres, mais entre 10 000 et 20 000 seulement qui ont été construits en 5 ans. Donc il manque énormément de place. Et quand il y a de la place, il y a le sujet de l'inflation, on l'a eu tout à l'heure, vous l'avez souligné, 7% d'inflation qui va continuer à augmenter, mais ça veut dire une augmentation du coût de l'énergie, donc du chauffage dans le logement, évidemment, qui est à plus de 19% d'augmentation des prix de l'énergie en 2022. Et après, il y a les sujets d'insalubrité, de passoires thermiques. Et le ministère a du coup dédié dans son budget un budget de 50 millions d'euros pour l'année prochaine, pour les rénovations, pour permettre de reconstruire, etc. C'est pas suffisant. Pour l'année prochaine, d'accord, mais c'est une génération sacrifiée pour l'instant. Là, on parle de 2 ans, 3 ans, 4 ans que les jeunes sont dans des situations critiques. Avec le Covid en plus. Alors, avec le Covid, voilà, il y a eu une augmentation des difficultés à se loger. Le parc est en train d'être reconstruit. La difficulté, c'est qu'en effet, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et les augmentations sur les sujets étudiants représentent très vite des milliards. Par exemple, vous parliez de l'augmentation de 4% de la bourse. 4% d'augmentation des bourses, ça représente 85 millions d'euros. Et les bourses représentent plus de 2 milliards d'euros. Donc en fait, on se rend compte que chaque augmentation coûte énormément à l'État et il est obligé actuellement de prioriser, de plus investir sur la santé, sur le logement, sur la qualité de l'enseignement, là où il ne devrait pas le faire. Et donc ces priorisations entraînent parfois des difficultés majeures, notamment sur le logement. Vous avez l'impression d'une priorisation, comme dit Clément Tougeron, CAD, parce que le sentiment que j'ai, en tout cas de toutes les personnes que je reçois ici sur ce plateau, c'est que l'État abandonne ses étudiants, abandonne ses élèves, abandonne ses profs. Alors, est-ce que je dirais que l'État abandonne les étudiants? Il y a eu des mesures. Et c'est normal que quand on va s'occuper d'un sujet aussi important qu'est la précarité étudiante, il y a beaucoup de choses à dire et à redire. Donc aujourd'hui, il y a des aides qui ne sont pas pérennes, qui sont là juste momentanées et qui peuvent aider certains étudiants à une certaine période. Mais oui, l'État aujourd'hui ne se rend pas forcément compte de toutes les difficultés. Moi, j'ai été dans une résidence Crous. En août, j'ai quitté ma résidence en août. En août, à cause du prix de l'énergie, augmentation de 6 € du loyer. 6 € pour une personne lambda, c'est rien. Mais quand une personne vit avec 50 € par mois, augmenter le Crous, qui est un logement qui est subventionné par l'État, de 6 €, c'est beaucoup. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense aujourd'hui que l'État, déjà, il y a beaucoup de solutions à faire. Il l'a fait pendant le Covid, c'est figer le prix de tous les repas Crous à 1 €. Ça peut se faire, ça peut aider beaucoup d'étudiants parce que forcément, beaucoup moins de courses et payer un repas à 1 €, c'est bien. Aujourd'hui, quand on voit aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui sont soit étrangers, qui soit ne dépendent pas forcément de leurs parents, mais qui ne sont pas boursiers et qui sont obligés de payer encore plus parce qu'ils n'ont pas forcément le logement Crous, ils n'ont pas les repas à 1 € et qu'au final, ils se retrouvent dans les files d'attente des Restos du Cœur, des associations qui aident contre la précarité, on a le sentiment d'être délaissé. Excusez-moi, mais j'arrive. Quand vous dites vous avez quitté par exemple le logement Crous pour une augmentation de 6 €, mais dans ces cas-là, vous allez où ? J'ai fait une demande de mutation, ma vie personnelle a changé, etc., qui est que j'étais plus dépendant. Et c'est aussi un sentiment où je me disais, et quand je vois ça, parce que toutes les semaines je fais des distributions avec les étudiants, je vois 400 personnes arriver prendre un panier, quand moi j'ai l'occasion de vivre dans un autre logement parce que j'ai les moyens, je fais une alternance, je suis assez bien payé, etc., je me sens plus légitime forcément d'être dans un... Mais c'est là où je voulais y venir. Ce que je veux dire, c'est que, pardon, mais est-ce que finalement cette situation vous pousse donc du coup à aller travailler, pousse finalement à laisser tomber un peu les études ? Absolument. Moi, après avoir fini mon master de recherche en informatique, je ne me sentais pas de faire encore 3 ans un doctorat où on est sous-payé pour faire une thèse. Donc oui, ça m'a
forcé à changer de cap sur mon futur et faire une alternance pour subvenir à mes besoins. On le voit aussi, c'est un drame effectivement qu'on voit de manière plus marquée aujourd'hui. Ces étudiants qui abandonnent donc du coup leurs études. Il y a en effet il y a de multiples facteurs, je crois, sur l'éducation, enfin sur l'enseignement supérieur. Le premier, c'est la difficulté d'orientation dès la première année, sur lequel, et là on parlait de la priorisation, en effet le ministère priorise ce sujet-là parce qu'un étudiant qui arrive pour une licence en première année, qui au bout de la première année abandonne parce qu'il a été mal orienté, eh bien généralement ces élèves soit se réorientent mal encore, ou eh bien abandonnent parce qu'ils ont été dégoûtés des études. Donc ça, c'est déjà un premier point, la question de l'orientation. Ensuite, ils ont besoin d'avoir un ensemble d'accompagnement, mais pas uniquement les boursiers, mais d'avoir sur l'ensemble des étudiants, vous l'évoquiez tout à l'heure, eh bien des étudiants qui ne sont pas boursiers, qui sont plus des 700 000, entre les 700 000 et les 3 millions dont on évoquait, mais qui dépendent de leurs parents, qui ne sont parfois que juste au-dessus du palier pour quelques euros. Et là, eux aussi sont obligés de travailler, parfois beaucoup plus, parce qu'ils n'ont aucune aide de l'État. Et ils sont dans l'obligation de faire entre 25 et 35 heures en plus de leurs études. Et on parlait des cours, la demoiselle en parlait des cours qu'ils ont, entre par exemple 15 et 20 heures quand on est en master. Plus les devoirs à la maison. Exactement. Et les projets aussi. Tout à fait raison. Et les projets. Les projets, les révisions, quand on prépare des concours de la fonction publique. Donc, ça vous perturbe parce que vous n'êtes pas en capacité de travailler complètement. De deux, eh bien, vous avez les tracas du quotidien du travail. On connaît ça aujourd'hui quand on y travaille, quand on est dans une entreprise ou même dans la fonction publique. Eh bien, c'est difficile parce qu'il y a des liens interpersonnels, etc. Et donc, tout ça perturbe un étudiant et fait que, eh bien, finalement, est-ce que c'est pas investir énormément, mais pas suffisamment? Il reste finalement le dernier kilomètre pour l'État à continuer pour, eh bien, pleinement bénéficier des études pour les étudiants. Et puis ça pose la question des études aussi très longues. C'est-à-dire qu'en fait, vous parliez de doctorat tout à l'heure, les études par exemple de médecine, les études, je ne sais pas moi, de droit, pour devenir juge ou autre, effectivement, peut-être que ce sont des métiers qui vont être de plus en plus délaissés au profit de formations très courtes que les étudiants ne peuvent plus financer. Oui, bien sûr. Et pour continuer, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il y avait beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas forcément de grandes écoles, etc. Mais aujourd'hui, chez les associations de lutte contre la précarité, il y a des étudiants qui viennent de partout, des grandes écoles de Sciences Po, de Normal Sup, qui viennent des universités, qui viennent de Nanterre, qui viennent de tous bords, tout horizon, parce que on le fait, moi je parle surtout de Paris parce que je vis à Paris, mais vous comprenez aussi que ça dépend aussi des villes. Une bourse qui est forcément la même pour un étudiant qui vit à Tours, à Paris, à Montpellier ou à Nice, c'est pas forcément les mêmes coûts, alors que la bourse elle est uniforme. Et ça rejoint aussi le fait que les logements ne sont pas aussi également bien répartis. Aujourd'hui à Paris, moi quand je suis arrivé à Paris, j'étais boursier, j'ai attendu 4 mois avant d'avoir un crous. Il fallait se loger pendant ces 4 mois. Et les loyers à Paris ne sont pas forcément les mêmes que dans les petites villes, etc. Donc, il y a aussi la globalité qui fait que de région en région, de département en département, les mesures ne doivent pas forcément être les mêmes et qu'il faut peut-être un peu viser avec la collaboration des collectivités, des départements, des régions, etc. Et les associations qui sont très présentes. Alors, Absolument. je disais, il y a 3 axes majeurs. On parlait du logement, on parle aussi de l'alimentation. On l'a déjà évoqué longuement. Quand vous parliez de l'épicerie qui s'appelle Agorae, je crois, vers laquelle vous avez été et pour laquelle vous êtes devenu bénévole, c'est bien ça? C'est Linky, c'est Linky, d'accord. Ok. Et Agorae, comment ça s'est organisé? C'est-à-dire qu'en fait, ils distribuent des paniers, en fait? Alors, l'Agorae, c'est une épicerie. C'est sur traitement de dossier, on envoie le dossier, les relevés bancaires, etc. Ils priorisent les personnes les plus en difficulté. Et ils revendent c'est comme une épicerie, on va faire son marché, et c'est 10% du montant global. Si on a des courses à 100 €, on va payer 10 € au lieu de 100 €. Ça, c'est pour l'Agorae. Donc, c'est vraiment sur dossier. Les durées de traitement sont longues, sont très longues, et puis, c'est pas forcément pour tous les étudiants. Eh oui, évidemment. Est-ce que l'alimentation, c'est le premier poste, entre guillemets, sur lequel on rogne quand on n'a plus d'argent? 56% des étudiants renoncent à petit déjeuner, déjeuner ou dîner pour faire des économies. 56%, c'est plus de la moitié. Et en effet, ce sont les 2 gros postes, le logement et
l'alimentation. Mais vous le savez très bien, si vous êtes mal logé et si vous êtes mal nourri, vous n'êtes pas en capacité de travailler parce que vous avez une augmentation de la fréquence des maladies, vous allez être plus faible, donc en incapacité de réviser. Et l'État, là-dessus, a en effet développé certains leviers, notamment le repas au Crous à 1 euro, mais qui ne concerne que les élèves boursiers et les élèves en grande précarité qui en font la demande. Donc ils ne sont pas forcément boursiers, mais ils ont fait la demande. Et donc ils ont le droit au petit déjeuner et dîner à 1 euro. Ça représente à peu près une économie de 100 euros par mois si une personne y va tout le temps, toute la journée, et tous les jours, toutes les semaines, tout le mois. Ça a été prolongé jusqu'à Noël. Et ensuite, il faut voir pour l'après. C'est notamment pour ça, sur ce sujet-là aussi, que la ministre a lancé un plan depuis le 1er octobre d'évaluation des bourses pour voir comment cela va fonctionner, comment on peut améliorer la situation. Il y aura un point d'étape en janvier 2023. Si tout le monde est d'accord sur certains points, on pourra les mettre en œuvre dès septembre 2023. Et sinon, la réforme intégralement sera en 2024 ou 2025. Et là, évidemment, ça impactera l'alimentation parce que si ça permet de mieux redistribuer l'argent des bourses sur un ensemble de panels et faire une augmentation, eh bien, on va pouvoir alléger le poste de dépenses. J'entends, mais ils entendent de tous mourir de faim d'ici là. Vous voulez réagir ? Oui, par rapport au repas à 1 euro, c'est un point à souligner que aujourd'hui, les repas à 1 euro sont destinés aux étudiants boursiers, quel que soit l'échelon de bourse, et pour les étudiants qui font la demande et qui sont précaires. Mais c'est un retour en arrière parce que pendant la période du Covid, l'État a ouvert les repas à 1 euro pour tout le monde. Tous les étudiants. Et il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas boursiers, mais qui sont précaires, qui se sont sentis délaissés par l'État parce que d'un jour à l'autre, on leur a dit, vous aviez les repas à 1 euro, aujourd'hui, vous ne les avez plus. Mais il me semble que Sybille Retailleau a fait une allocution là-dessus pour justement réouvrir à tous les étudiants. Alors, ça a été prolongé jusqu'à Noël. Normalement, ça devait s'arrêter là, et là, ça a été prolongé encore 3 mois. Pour les étudiants précaires. Oui. Alors, reparlons juste des fameux repas au Crous à 1 euro. Alors, évidemment, autre actualité qui a fait réagir, elles sont nombreuses, ces actualités malheureuses. Les syndicats étudiants ont dénoncé les quantités de nourriture ridicules qui étaient justement proposées au Crous. Vous l'avez vécu, ça ? Oui, bien sûr. Le Crous aussi, l'État, comme toute autre institution, subit l'inflation. J'ai vu qu'à Rennes... Non, mais l'inflation, c'est récent. Là, oui. Les quantités, on en parlait déjà il y a 2 ans. Oui, bien sûr. Les quantités, juste pour finir sur le point de Rennes, même dans plusieurs Crous de France aujourd'hui, on fait payer les étudiants le pain parce qu'il faut faire rentrer l'argent. Et les quantités de nourriture, en général, c'est une entrée, un dessert. Ensuite, il faut payer 50 centimes pour un point. C'est un système de points. Et quand on veut un repas à 3,30 €, parfois, il faut faire des sacrifices. On mange juste une entrée et un dessert, un plat principal et un dessert. Et vu les quantités qui sont parfois très, très minimes, parce que ça dépend aussi des Crous, bah oui, les étudiants, pour un déjeuner, ils payent 3,30 € ou 1 euro, ça dépend de leur situation. Mais à la fin, beaucoup ressortent avec un estomac pas bien rempli non plus. Oui, sachant que c'est souvent un repas par jour, donc c'est quand même très compliqué. 3e poste dont je parlais, pardon, le temps presse, mais je voudrais quand même en parler, c'est la santé. Parce que vous l'avez évoqué, effectivement, l'alimentation joue aussi sur la santé. Et alors là, pour le coup, c'est terrible, car ces problèmes financiers majeurs que rencontrent les étudiants, d'ailleurs, quels qu'ils soient, parce qu'on parle des étudiants en très grande précarité, mais on peut parler aussi de ceux qui sont juste après, qui finalement, on pourrait comparer ça un peu à la classe moyenne française, qui en fait lutte au quotidien en permanence pour essayer juste de relever la tête et de pouvoir se nourrir et se loger convenablement, eh bien, ces justement jeunes ont laissé complètement tomber leurs rendez-vous médicaux et leur santé, car ils ne peuvent même plus prendre soin d'eux. Complètement. Pendant la crise Covid, on a vu une aggravation de la santé des étudiants. À 80%, les étudiants ont déclaré avoir une aggravation, que ce soit mentale, physique, etc. Et seulement 40% de ces 80% sont allés chez le médecin pour des raisons financières évidentes, parce que aujourd'hui ils sont rentrés dans le système général, donc ils ne payent plus une cotisation pour avoir la mutuelle étudiante, donc c'est, on va dire, un gain. Mais en même temps, il reste un reste à charge trop important pour un certain nombre d'étudiants qui ne leur permet pas d'aller voir un psychologue pour suivre les sujets notamment santé. Et vous savez, sur le Covid, ça a eu un très fort impact, mais les sujets diététiques et les sujets médecine du quotidien aussi. Et donc, il y a encore ces 30% à aller chercher, bien qu'il y ait eu un changement il y a quelques années sur la mutuelle étudiante.
Une dernière réaction, Kadnel Jari. Oui, alors bien sûr, sur la santé, comme je vous l'ai dit, 65% des étudiants questionnés par Linky vivent avec moins de 50 € par mois. Quand on a un dermatologue en secteur 1 qui coûte 80 € et qui reste 30% à charge pour l'étudiant, c'est déjà 30 €, c'est plus de la moitié de son budget. Donc parfois, oui, on se pose la question, est-ce que je vais aller voir le dermatologue ou un autre spécialiste ou aller directement manger, etc. Et pour ce qui est de la CMU, elle a été étendue aux étudiants, c'est bien, mais les délais de traitement sont très lents. La couverture maladie universelle. C'est ça, la CMUC, qui a été étendue à tous les étudiants qui en font la demande, qui ne sont pas dépendants de la mutuelle de leurs parents. Mais le problème, c'est que les délais de traitement sont très lents. Moi, je connais... C'est la France, ça, monsieur. Ouais. Je connais une personne qui a été couverte par la CMU et le délai de renouvellement était de 1 mois. Elle a été hospitalisée pendant ce mois et plus de 10 000 € de frais médicaux. Il fallait prendre une charge, quand même une partie. Demander à un étudiant de payer 2 000 € parce qu'il n'avait pas la CMU juste pendant 1 mois. Je pense que tout ce qui est maladie, etc., peut-être étendre à tout le monde, essayer de raccourcir au maximum les délais de traitement, et voilà. Merci beaucoup à vous deux d'avoir partagé vos impressions justement vos impressions et aussi cette réalité tout simplement de la réalité de la précarité étudiante aujourd'hui en France qui est très 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 importante, qui est un vrai fléau. Kadnel Jari, vous êtes toujours étudiant en alternance aujourd'hui chez Orange. Merci d'avoir été avec nous et Clément Tougeron, analyste politique. Merci. On marque une courte pause et on se retrouve sur le Grand JT de l'éducation. De retour dans le Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Laurence Baldowski. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la secrétaire générale de Capital Filles. Alors c'est une association, je vais y arriver, qui a 10 ans maintenant et qui permet à des jeunes filles issues de milieux populaires ou de territoires ruraux d'être accompagnées par une marraine du monde de l'entreprise dès le lycée. En fait, on l'a compris déjà, c'est une histoire de filles, déjà. Oui. Principalement. Presque. Ah, presque, parce qu'il y a quand même des garçons qui sont on a quand même des... admis. Oui, on a quand même des représentants des entreprises qui peuvent être nos délégués dans les lycées et dans différentes instances. Alors, mais c'est les seuls. Mais à la base, l'idée, c'était au fait que des femmes d'entreprise donc puissent transmettre à des jeunes aussi ce qu'était réellement à la fois l'envie, le monde professionnel et peut-être l'entraide. La sororité, si je puis dire. C'est exactement ça. En fait, Capital Filles a été créé, alors pour un petit rappel historique, il y a 10 ans, effectivement, par Orange, Stéphane Richard, qui avait dans l'idée de féminiser leur métier. C'est bien. Puis, oui, parce que... C'est bien, parce qu'aujourd'hui, ça paraît évident, mais il y a 10 ans, c'était encore une vraie question. Non, c'était vraiment une idée novatrice. Et puis, pour booster les filles à s'engager dans des voies qui ne leur apparaissaient pas comme naturelles, il fallait leur donner confiance en elles et puis aussi avoir confiance dans leur avenir professionnel et leur capacité à entrer dans des milieux ou dans des études qu'elles n'avaient pas imaginées. Donc tout de suite, ce programme Capital Filles a eu la validation, le partenariat de l'éducation nationale. Donc tout de suite, effectivement, dès qu'on parle d'éducation nationale, on parle de tous les lycées et des collèges en France qui ont ce type de besoin. Et puis ensuite, les entreprises sont venues rejoindre le programme, elles, pour proposer du mentorat à leurs salariés qui avaient envie d'accompagner ces jeunes filles. Donc un écosystème en fait vertueux entre ces 3 partenaires. Oui, effectivement vertueux parce que mobiliser pouvoir public et monde de l'entreprise c'est assez rare en général. Et là, pourquoi c'était si difficile pour certaines jeunes filles ou celles-là encore d'imaginer de pouvoir rentrer dans certains métiers par exemple, j'ai vu sur le site de Capital Filles, vous citez le numérique. J'étais assez étonnée. Oui. Alors. Le numérique, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, si on regarde les statistiques, les femmes sont vraiment très peu représentées, ce qui pose quand même des soucis quand on est dans une période où on conçoit l'intelligence artificielle et qu'elle n'est conçue que par des hommes qui imaginent l'intelligence artificielle vue par les hommes. Et puis surtout parce qu'on dit que 85% des métiers de 2035 seront dans le numérique. Oui, et puis on ne les connaît pas encore. Donc, en fait, toujours le même sujet. On y est encore 10 ans après, les filles ou les jeunes femmes ne se projettent pas dans des métiers que l'on dit genrés ou attribués plus facilement aux garçons. Aujourd'hui encore, les filles vont dans le social, dans l'aide à la personne, et elles s'interdisent d'aller dans tous les métiers techniques où
sur des voies plus spécifiques liées au métier du numérique, de l'ingénieur ou autre. On a la chance d'avoir un homme et en plus journaliste sur ce plateau. Est-ce que vos amis, par exemple, votre entourage, parmi les filles que vous connaissez, elles se dirigent davantage vers les métiers qui sont justement de l'ordre du social ou de la santé ? Alors, je pense être peut-être une exception, c'est pas forcément le cas, mais effectivement, oui, on a encore en tête ces femmes qui se dirigent effectivement vers les métiers de la santé. On voit très peu ou beaucoup de femmes plutôt infirmières, par exemple, et moins d'hommes. C'est vrai qu'il y a certains métiers où on se dit ça, c'est un métier de femme, ça, c'est un métier d'homme. Et effectivement, le numérique, tout ce qui concerne le numérique et l'informatique, par exemple, aussi, c'est souvent effectivement des hommes. Ouais. Et alors, il y a une question très importante, en fait, très intéressante. C'est la question du milieu social. Oui. Puisque vous le précisez effectivement, jeunes filles issues de milieux populaires ou de territoires ruraux aussi, d'ailleurs, ce sont deux choses importantes. Oui, et en fait, le ministère de l'Éducation nous propose des lycées avec lesquels travailler qui sont dans les politiques de la ville. Donc des lycées qui ont été identifiés comme ayant besoin de ressources supplémentaires ou extérieures pour les accompagner. Est-ce qu'en fonction des... Pardon, excusez-moi, je vous interromps, mais en fonction des régions, est-ce qu'il y a aussi des disparités ? Alors, en fait, on ne va pas être forcément sur les mêmes sujets parce que Capital Filles, vous l'avez précisé, accompagne à la fois les filles dans ces zones prioritaires ou dans ces lycées ou en grande ruralité également. Oui, c'est pour ça. Donc, en fait, le milieu social, on peut, par exemple, être d'une famille qui est agriculteur, ne pas avoir du tout de problème de revenus et autres. Et puis, en même temps, ces jeunes filles, elles sont dans un milieu agricole, avec des voisins qui travaillent dans l'agriculture, avec les amis du collège ou du lycée qui sont toujours un petit peu dans le même bain, et elles ont du mal à se projeter dans d'autres métiers et sortir d'un champ qu'elles ont l'habitude de fréquenter ou d'imaginer. Et on parlait du milieu social, c'est la même chose. Trop de jeunes filles s'interdisent aujourd'hui d'imaginer rejoindre une grande entreprise ou d'imaginer simplement un métier en libéral alors qu'elles en ont complètement les compétences. On est souvent éduqués et on connaît cette culture sexiste qui persiste en France mais comme partout dans le monde. Donc en fait, si on n'a pas l'éducation pour ouvrir un peu ses chakras et en plus qu'on a des modèles qui nous maintiennent dans un certain scope de métier, si on n'est pas un peu aidé pour s'ouvrir et imaginer des futurs possibles, c'est très très compliqué. Et c'est là où interviennent les fameuses marraines, justement, qui sont alors effectivement chefs d'entreprise, entrepreneurs, mais qui ont aussi d'autres métiers. J'imagine que voilà, elles font appel à tous les métiers et donc elles interviennent dans les lycées, dans les collèges. Alors en fait, les marraines sont issues des 80 entreprises qui sont aux côtés de Capital Filles. On a des entreprises partenaires et ces entreprises partenaires proposent à toutes leurs salariés de devenir marraines Capital Filles. Donc c'est du mentorat, c'est sur leur temps de travail et elles peuvent effectivement les accompagner. Donc tout d'abord, Capital Filles intervient dès le collège pour dégenrer les métiers, pour commencer dès le collège à ouvrir ces fameuses portes et briser le plafond de verre dès cet âge-là. Et puis les marraines, elles arrivent en terminale où on propose à ces jeunes filles qui ont entendu parler de Capital Filles depuis pas mal d'années, en tout cas on l'espère, de pouvoir se voir attribuer une marraine en individuel. Donc on forme des binômes. D'accord, alors des binômes qui fonctionnent comment? C'est pendant toute l'année par exemple, ce sont des rendez-vous de par exemple une demi-heure par téléphone ou en visio? Alors c'est elle qui gère. En fait, nous on fait un atelier dans le lycée. Toutes les jeunes femmes ou jeunes filles qui veulent se porter volontaires pour ce programme s'inscrivent. On fait des binômes en regardant évidemment des adéquations de métier et puis sur les territoires. Et une fois qu'elles se sont rencontrées une première fois dans le lycée, 12 partenariats aussi très importants à tous les niveaux avec l'éducation nationale, elles se rencontrent au rythme qui leur convient. D'accord. Que ce soit dans l'entreprise, dans le lycée ou en dehors. Et alors, forcément, la question qui suit, c'est assez logique. Je suis parent, évidemment, de 2 enfants. Est-ce que ce mentorat permet aussi, par exemple, un stage pour les futures études? Alors, en fait, en fonction des marraines et en fonction des aspirations de la filleule, il y a beaucoup de stages qui s'organisent. Mais aussi, les marraines, elles peuvent avoir ce rôle de relais. C'est-à-dire que, admettons qu'on ait une marraine qui travaille dans une grande entreprise avec un métier spécifique. Finalement, la filleule, au fur et à mesure de ses discussions avec la marraine, se rend compte qu'elle aspire peut-être à autre chose. La marraine, elle peut aussi ouvrir son réseau et l'aider à trouver un stage dans une autre organisation. Vous savez que ça, l'histoire du réseau,
ça devient un sujet qui est énorme. On sait bien que sans réseau, des parents, des amis, enfin de son écosystème personnel, c'est très très difficile. Surtout pour les enfants, les jeunes filles issues de milieux populaires. Mais est-ce que justement les marraines en question suivent une sorte de formation, parce que c'est une pédagogie aussi pour pouvoir... Alors tout à fait. En fait, avant de pouvoir commencer ce marrainage, ce mentorat, les marraines ont une formation de 3 heures qui est organisée par Capital Filles. Et donc là, on leur explique ce qu'est le mentorat, c'est-à-dire d'abord beaucoup d'écoute pour pouvoir répondre à des attentes, et puis tout un tas de choses. On les met aussi en situation, parce qu'elles peuvent être confrontées à des situations diverses et variées en fonction des profils des filleuls. Et puis après, elles peuvent commencer à exercer. Et là, on est en train d'ouvrir, pour les 10 ans de Capital Filles, on est en train de mettre en place un coaching pour ces marraines. C'est-à-dire tout au long de l'année, on va créer une communauté des marraines qui pourront se poser entre elles les questions, vous savez, tous les petits tips, ce qui a fait la réussite d'un mentorat de l'une, ce qui a permis une meilleure connivence avec une filleule, ou tout un tas de choses. Donc elles auront une plateforme d'échange, et nous, tous les mois, on va leur proposer un sujet de coaching, que ce soit sur leur développement personnel, qu'elles pourront ainsi proposer à leur filleule. Si on a travaillé sur son leadership, là je vous donne un sujet bateau, ça sera un peu plus précis que ça, mais quand on est capable de se développer et d'enregistrer pour soi, et ben après on est capable de le proposer à ses filleules. Alors, dernière question juste, et après, malheureusement, on va devoir rendre, mais il y a un sujet entre les maths et les filles aujourd'hui. Oui. 50% en fait, des lycéennes abandonnent les maths à la fin de la seconde. Donc, il y a un manque cruel de femmes dans les filières scientifiques. Oui. Est-ce que cela permet aussi peut-être d'aller chercher, ou en tout cas de motiver un maximum de jeunes filles? En fait, ce sujet-là arrive de façon flagrante depuis la réforme du bac. On en entend parler aussi dans les facultés. Effectivement, puisqu'elles n'ont pas pris l'option bac, on va essayer d'agir, nous, dès la 3e. C'est revenu en tronc commun maintenant, mais enfin bon. Ouais, mais bon, on reste quand même très absent. Ouais. On va essayer d'agir encore plus fort dès la 3e et dès la seconde. C'est-à-dire que là où on avait 1 ou 2 interventions par an sur des sujets peut-être un peu plus vastes, on va essayer d'appuyer sur ce sujet avec un partenariat, peut-être cette fois avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Formidable. Alors Laurence Beldowski, donc je disais, vous êtes secrétaire générale de Capital Filles. Pour tous les collèges et lycées qui seraient intéressés, pour les jeunes filles, pour les parents qui poseraient des questions, etc., comment faire appel à vous? Alors vous allez sur le site de Capital Filles, il y a un onglet Contactez-nous, et puis nous on va répondre à tout. Ah oui, c'est hyper simple, on est à votre disposition et on est toujours prêt à augmenter le volume de notre aide de ces filleuls, mais aussi de ces marraines, parce que c'est très bénéfique aux marraines également de faire ce mentorat. Je vois que vous regardez Virginie, effectivement, elle peut devenir marraine, Virginie. Mais bien sûr, je serais ravie. Non, mais je vois depuis tout à l'heure. Non, mais j'ai compris. Vous avez raison. C'est une excellente marraine, je n'en doute pas. J'en suis sûre. Mais pourquoi pas, avec plaisir, on en reparlera. Merci en tout cas, Laurence Beldowski, d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes secrétaire générale de Capital Filles. Vous n'hésitez pas, vous avez compris, c'est très simple. Sur le site, hop, le petit onglet et on contacte. Tout de suite, c'est à vous, cher Michael Dos Santos, avec la chronique Vue à l'étranger. Alors Michael, aujourd'hui on part au Danemark où la mixité dans les écoles est en net recul. Oui, net recul. 42% des écoles et des collèges publics étaient considérés comme mixtes il y a 10 ans. Ces établissements ne sont plus que 27% aujourd'hui. Cette baisse significative, le gouvernement social-démocrate danois a tenté d'y remédier lors de la campagne des législatives d'octobre dernier. Les dirigeants au pouvoir ont proposé une répartition équilibrée dans les salles de classe. Une mesure qui a fait un tollé. Le projet a donc été rapidement abandonné. Hasard ou pas, la gauche et ce gouvernement social-démocrate l'ont emporté. Et alors, qu'est-ce qui explique cette tendance à la baisse ? Eh bien, au Danemark, les mairies attribuent une école publique à tous les élèves près de leur lieu de vie. Mais contrairement à la France, les parents ne sont pas obligés d'y scolariser leurs enfants. Ils peuvent choisir une autre école publique. Cette liberté de choix est un frein pour la mixité, puisque les plus riches mettent leurs enfants dans les meilleures écoles. Les plus pauvres, faute de moyens, faute de pouvoir se déplacer, n'ont d'autre alternative que d'accepter l'école la plus proche, celle qui leur est proposée. Autre élément, les Danois choisissent aussi leur quartier en fonction de leurs revenus. Ça arrive de plus en plus, ce qui a forcément un impact aussi sur la mixité sociale dans les classes. Voir dans la même école donc la fille d'un avocat et le fils d'une femme de ménage est quasiment aujourd'hui impossible au Danemark. Et qu'en pensent les experts, les professeurs? Ils sont favorables à tout ça? Oui, ils sont favorables. Pour une grande majorité, la mixité sociale est bénéfique, que ce soit pour des experts de l'éducation, voire des professeurs. Elle permet aux
élèves les plus forts de tirer les plus faibles vers le haut, plus faibles qui sont malheureusement souvent les plus démunis, mais aussi de renforcer la cohésion de groupe ou encore le sentiment d'appartenance à la nation danoise. Aujourd'hui, en tout cas, le constat est alarmant. Les principales victimes sont les enfants d'immigrés. Beaucoup se retrouvent isolés, victimes de ce qu'on appelle la division ethnique. Alors, un petit point en France, même si on n'a pas l'occasion de faire une émission entière là-dessus, oui. Mais enfin, quand même, que se passe-t-il en France? Eh bien, en France, la mixité sociale est également l'une des priorités de Pape Ndiaye. Le ministre de l'Éducation nationale l'a dit en août dernier, l'école est injuste avec les pauvres. Plusieurs pistes sont donc étudiées pour y remédier, notamment une éventuelle réforme de cette fameuse carte scolaire. Aujourd'hui, et contrairement au Danemark, les parents français ne peuvent pas refuser une école publique ou en choisir une autre, du moins en privé. Du moins sur le papier, puisqu'on peut effectivement aller dans le privé. Alors on le sait, cette carte scolaire, pour faire simple, l'école est liée au lieu de résidence, donc il faut choisir l'école la plus proche. Mais cette règle peut être contournée, alors vous le disiez avec les écoles privées, mais aussi avec la fameuse dérogation, qui est très souvent accepté si la capacité de l'établissement, bien sûr, le permet, ou si un motif légitime est avancé, soit en utilisant, et ça c'est la voie illégale, en utilisant l'adresse d'un proche, qui se trouve près d'une école réputée, de meilleur standing, pour pouvoir y scolariser cet enfant. Cette voie, bien sûr, n'est pas autorisée. Alors récemment, le ministère de l'Éducation nationale a été contraint de publier les indices, on en parlait il y a peu de temps, les indices de position sociale, les IPS, et cela a permis en tout cas de voir qu'il y a un problème de mixité sociale aussi en France. Pour vous donner un petit ordre d'idée, une école en Guyane a un indice de 49, alors que la moyenne est à 102. Or, une école à Buc, dans les Yvelines, a un indice de 155. Donc il y a un réel problème de mixité sociale, un peu comme au Danemark finalement. Eh bien, on consacrera une émission entière justement sur les fameux indices de position sociale qui posent de réels problèmes en France. Merci beaucoup, Mickaël. Allez, tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invité est Nicolas Waldorf. Si je te demandais un souvenir d'écolier précis. Un souvenir d'écolier précis je dirais le jour où je me suis fait choper par Madame Herman. Ça, c'était... non. Après, tu t'es mis à faire tes devoirs. Après, j'étais obligé. Après, j'étais obligé. Puis en plus, 6e, 5e, 4e, ça commence à être compliqué. Donc, si tu fais pas tes devoirs, c'est mort. Mais je dirais, non, mon meilleur souvenir, c'était Séverine Laurenceau. C'était ma petite amie de la 6e à la 3e. Ah, quand même. Et je crois que j'ai passé de la 6e à la 3e à lui rouler des pelles. Enfin, on faisait que ça, tout le temps. 6e, 3e, on est quand même sur une longue histoire pour ouais. Ah ouais, non, j'étais fou amoureux d'elle. Et après, je l'ai quittée pour Carole. Et salut Carole, parce que je sais que Carole, on est restés potes après. On est tous restés en contact après. Mais du coup, mais j'ai regretté après, parce que du coup, j'aimais beaucoup Séverine. Et donc, t'as voulu revenir avec Séverine après? J'ai essayé, mais après, elle est sortie avec un caïd du collège. C'était non, je ne pouvais pas rivaliser. Mais voilà. Est-ce que tu avais un prof préféré? J'ai eu une prof qui était une prof d'économie quand j'étais en seconde, qui m'a beaucoup soutenue, qui voyait un peu mon mal-être. Je pense que j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je commençais à vraiment me poser des questions. Je ne comprenais pas le sens de tout ce que je faisais, mes études. Je ne comprenais pas tout. Et elle m'a beaucoup soutenue. Et quand j'ai tout plaqué pour devenir coiffeur, j'étais revenu la voir. T'as quel âge à ce moment-là? C'était 16-17 ans. Et j'étais revenu la voir parce que je tenais quand même à lui dire merci. Et ensuite, j'ai eu la prof que j'ai eue en coiffure qui ne me lâchait pas, qui voyait mon talent, mais qui ne me lâchait pas, que j'ai revu il n'y a pas longtemps, qui était dans mon école et tout, et qui m'a connu un peu branleur, qui est arrivé là comme ça, et qui a cru en moi, et aujourd'hui, qui parle à ses élèves de moi, et qui dit, vous voyez, Nicolas, nanana, mais elle me lâchait pas. Tant que je faisais pas bien le brushing, je sortais pas de cours, quoi. C'est toi qui m'as coiffé d'ailleurs. C'est vrai. Bah oui, t'as pas de coiffeur ici, moi je comprends pas. Voilà, moi non plus. Est-ce qu'il y avait une matière qui te faisait faire des cauchemars? L'histoire géo, parce que... Alors j'adorais l'histoire géo. Quand j'avais une histoire, j'adore les histoires, donc l'histoire ça me plaisait. Mais j'avais un prof d'histoire qui m'effrayait parce qu'il voulait qu'on connaisse tout par cœur, qu'on se fasse des fiches, qu'on ait une méthodologie de dingue. Et au bout d'un moment, ça finissait par m'angoisser. Il était trop dur. C'est la pression, quoi. La pression, les interros surprises à tout va. Il était vraiment... T'aimes pas les surprises? J'aime pas les surprises quand c'est des interros, quoi. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écolier, toujours en compagnie de Nicolas Waldorf. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est meilleur de School TV avec le Zap. Votre visage n'est pas
tout à fait inconnu des téléspectateurs et des followers de School TV. Il y a un an, quasiment jour pour jour, vous étiez primé par le concours Global Teacher Prize. C'est un concours qui, ni plus ni moins, est considéré par l'écosystème de l'éducation comme l'équivalent d'un prix Nobel, justement, de l'éducation. Vous êtes entré dans le top 10 des meilleurs profs au monde. Première française, d'ailleurs, à pouvoir y rentrer. Je crois que c'est un succès qui est né d'un échec avant tout. Ah oui. Oui, ce n'est d'un échec parce que moi, j'ai pas eu les concours de l'éducation nationale. Je suis pas rentrée dans l'éducation nationale. Je l'ai raté vraiment à quelques points. Et je savais que je voulais être professeur, coûte que coûte. Donc, j'ai trouvé une autre voie. Mais il y a beaucoup de parcours, hein, comme moi, en France, dans des établissements comme les Greta, les MFR, les CFA. On est beaucoup à avoir des parcours atypiques comme ça. Mais oui, c'est né d'un échec. Et c'est écrit dans ma salle de classe, l'échec est le meilleur des maîtres. Ce ne serait pas une phrase de Maître Yoda? C'est Maître Yoda, tout à fait. Merci. C'est Maître Yoda, tout à fait. Je pourrais être un grand maître, c'est un grand professeur, donc... Absolument, donc justement... c'est important. Je connais, dans mon école, il y a une classe, il y a une Ulysse pour élèves sourds, et ça fonctionne bien. De ce qu'on a vu, ça fonctionne très bien. C'est la politique actuelle du gouvernement. Ils veulent créer de plus en plus d'Ulysse. Mais par rapport à l'inclusion initiale de 2017... où moi, quand j'ai commencé, les élèves étaient inclus tout seuls. C'était de l'inclusion individuelle en classe. Donc, il y a eu comme un retour. On a vu que ça marchait peut-être pas très bien. Bon, ça, c'est plutôt bien, alors, qu'ils s'en rendent compte. J'ai une dernière question, Magali. Oui. Qui vous êtes, vous? Enfin, vous vous aidez vous-même en écrivant un bouquin. J'imagine, j'espère que ça vous a fait du bien. Mais on a l'impression qu'il y a quand même une forme de solitude de la part des enseignants dans tout ça. Oui, on se sent très démunis. Culpabilisés aussi. Là, quand j'ai dit à certains collègues que j'avais écrit un livre, j'ai eu des retours qui m'ont frappée. Il fallait du courage, il fallait assumer. Et le problème, c'est qu'en fait, dans les concertations sur l'inclusion, il n'y a jamais de participation des professeurs ordinaires. Et on peut faire appel à des vous n'y êtes pas? On n'est jamais consulté. À aucun moment, il n'y a personne qui vient nous demander quoi que ce soit. Là, il y a une table ronde ou une conférence qui est organisée en novembre à Paris sur cette question-là. C'est l'inclusion un droit négociable. J'ai regardé les intervenants. Il n'y a aucun professeur basique, je dirais. Invitez Magali Jean-Claire, les organisateurs. Là. Je vais m'inviter. Elle a un très bon bouquin où elle va s'inviter toute seule. Ce qui devient extraordinaire et qui devrait être une normalité et qui le sera demain, grâce à vos structures, notamment en France et partout dans le monde entier, c'est que dans une même famille, un enfant qui est porteur de handicap et un enfant dit valide peuvent jouer ensemble, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la personne, l'enfant porteur de handicap qui regardait son frère ou sa sœur en train de jouer pendant des heures. Alors là, oui, c'est exactement, c'est une réelle nouveauté. On a des témoignages d'enfants, notamment de sœurs. On a une sœur valide qui témoignait récemment et qui disait c'est la première fois que je peux jouer avec ma sœur. Parce qu'avant, moi, on l'emmenait sur l'aire de jeu, mais elle me regardait jouer. Bon, c'est assez poignant comme témoignage. Et maintenant, je peux jouer avec elle. Alors, on a l'exemple, par exemple, on a un trampoline qui va se mettre au niveau du sol. Le fauteuil peut aller sur le trampoline et c'est la sœur et des copains de la sœur qui vont faire sauter entre guillemets le trampoline. Alors il ne fait pas des sauts périlleux, c'est des sauts relativement faibles, mais qui donnent en tout cas une expérience nouvelle en fauteuil, parce qu'en fauteuil vous êtes toujours quelque part à ras du sol et vous n'avez pas cette notion de saut et de mouvement. Et ce trampoline qu'on a installé aussi à Vannes, il permet d'avoir cette sensation. Et surtout, ce qu'on recherche, c'est le jeu ensemble. Et effectivement, au niveau de la fratrie, puisque là aussi il y a relativement peu d'occasions de jouer ensemble, avec des équipements qui sont accessibles aux deux. Et puis le jeu aussi plus large avec l'ensemble des enfants qui sont sur l'aire de jeu. Mathilde. Oui, comment se passe l'installation de ces aires de jeu? Est-ce que c'est la mairie qui décide ou est-ce que ce sont les régions? Comment est-ce que vous prenez attache avec ces gens-là? Alors c'est souvent un trio, je dirais, qui va se mettre en place. Très souvent, l'origine de la demande va venir de parents d'enfants en situation de handicap. Ça a été le cas à Vannes, c'est le cas dans d'autres villes où nous avons installé des aires de jeu inclusives. Alors très souvent, le scénario, c'est celui-là. Une maman, un papa avec un enfant en situation de handicap qui va solliciter la mairie. Alors la mairie va être
plus ou moins réactive, mais en général, il y a une vraie aussi prise de conscience politique. Les villes, de manière générale, en termes d'aménagement et d'espace public, sont de plus en plus accessibles. Donc il y a aussi cette prise de conscience politique. Et puis, la troisième partie du trio, c'est l'aménageur, une société comme Proludic qui a l'expérience de l'aménagement des aires de jeu inclusifs. On va travailler en équipe pour savoir quelle est la meilleure solution, quel est le meilleur type d'équipement, comment on va travailler les accès, l'arrivée jusqu'à l'aire de jeu, comment on va travailler le sol de l'aire de jeu, quels sont les types de déficiences que portent les enfants qui vont être amenés à fréquenter l'aire de jeu, et on va ensemble bâtir un projet parce que ça doit être fait sous forme d'équipe et en mode projet. Nejmas, forcément, ça vous parle. Vous aussi, vous êtes encore prof aujourd'hui. Vous avez donc lancé cette plateforme Brio Concours il y a à peine un an pour pouvoir aider celles et ceux qui se préparent au concours de professeurs des écoles. Ce sont souvent des mentorants et des mentorantes, des mentorants et des mentorantes, pardon, pas du tout. Que dis-je ce sont souvent des masterants. Vous dites beaucoup mieux que moi. Redites-le pour voir. Des masterants et des masterantes. Oui, ce sont des étudiants qui sont en master, master en enseignement, mais pas seulement. On a aussi beaucoup de profils de reconversion professionnelle, avec des femmes qui ont parfois eu une autre vie avant, avec donc une autre carrière, ou de la gestion d'un foyer qui les a empêchés de se consacrer à leur carrière d'enseignant, et qui le font maintenant. Donc voilà, c'est un public assez diversifié. Je m'en vais, Emmanuel, à Poudlard. Enfin, presque. Je pars vivre mon rêve loin d'ici, car figurez-vous qu'une école de sorcellerie très, très, très inspirée de Poudlard et de l'univers Harry Potter vient d'ouvrir ses portes. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance? Donc, adieu, monde des moldus, monde merveilleux des sorciers, j'arrive. Mais comme je suis sympa, je vous donne le tips pour que vous aussi, vous puissiez y aller. Ça se passe où pour commencer? Alors, à Saint-Brice, en Coglès, en Ille-et-Vilaine. Pour vous situer, c'est à 30 minutes du Mont-Saint-Michel, plus précisément au château du Rocher-Portail. Et c'est le propriétaire du château, Manuel Roussel, qui a eu l'idée de le transformer en école de sorcellerie. Ok, mais ça a un vrai lien avec Harry Potter? Alors, c'est compliqué de ne pas voir de ressemblance. Bien sûr qu'il y en a, mais ça a causé quelques petits soucis parce que chez Warner, qui a les droits sur Harry Potter, on n'a pas été très ravis de voir ce château ouvrir ses portes. Et donc, pour pas avoir de soucis, le propriétaire du château s'est très largement inspiré d'Harry Potter, mais c'est jamais nommé. Par exemple, quand on arrive au château en tant qu'apprenti sorcier, comme dans Harry Potter, on nous choisit une maison. Mais on va pas Poufsouffle, Gryffondor, Cerf d'Aigle, Serpentard, mais on ira à Fauve d'Or, Cerf de Lune, Bouc Flèche et Musard. Ok, et ensuite ça se passe comment, puisque vous avez prévu d'y aller? Mais oui, mais ensuite c'est la belle vie, duel de sortilèges, cours de potions, tour de magie, atelier pour neutraliser un sort, puisque je vous dis que je pars là-bas dès la fin de cette chronique. Non. Alors évidemment, plus sérieusement, on peut y passer seulement l'après-midi ou la soirée. On a le droit à un grand banquet dans la grande salle. Ça a un coût aussi. 28,50 € pour l'après-midi, 99 € pour la visite et le banquet ensuite. Alors pour le moment, le propriétaire du château a ouvert seulement pour les vacances de la Toussaint. Ça a été un vrai carton. Plus de 13 000 visiteurs. Ah oui, tout de même. Voilà, ça faisait office de test. Je crois que c'est entièrement... Voilà, c'est pas mal, c'est réussi. Vu l'investissement et le succès, soyez aux aguets pour les prochaines vacances. Voilà, Emmanuel, moi j'ai un petit passe-droit évidemment, donc je file, je vous dirai dans quelle maison j'ai été prise. Alors pas du tout, chère Emma, vous êtes une spécialiste d'Harry Potter? Oui. Vous savez ce qui se passe quand on fait Immobulus? Et voilà, un petit sortilège. Jean-Marie, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec Mathilde, mais aujourd'hui, ce sont les collectivités qui viennent à vous ou vous démarchez encore les collectivités locales? Le porteur du projet, c'est bien la collectivité. Donc, à l'origine, il y a la collectivité. Ce qu'on essaye de faire, nous, et ce que je fais aujourd'hui, par exemple, c'est de faire la promotion des aires de jeu inclusives, en tout cas de porter le message et de dire que l'aire de jeu inclusive, c'est quelque chose d'utile, de riche, de bien pour la ville, de bien politiquement, et aussi, on n'en a pas encore parlé, mais qui a un rôle éducatif sur les autres enfants, sur les enfants valides. En fait, l'aire de jeu, c'est là où on s'amuse et là où il y a plein d'enfants, et je crois que c'est le meilleur endroit pour apprendre. Et on le voit aussi sur les images, c'est que les enfants valides, finalement, ils ont relativement peu d'a priori sur les enfants en situation de handicap, et c'est pour ça aussi qu'on porte le message de ce type d'aire de jeu, parce que vous parliez de changement dans la société, on en parlait. À notre avis, ça va venir des enfants, ça ne peut être que notre avis, et si dès le plus jeune âge, on les
sensibilisent au handicap, mais c'est presque naturel chez eux, eh bien c'est gagné aussi pour l'avenir, parce que ça sera naturel pour eux d'évoluer avec des personnes en situation de handicap. Vous me dites que c'est un outil puissant pour changer le regard sur le handicap ? C'est très très puissant. Donc c'est aussi un message qui est porté par la maire adjointe de Vannes, Christelle Delattre, avec qui on a été beaucoup en relation pour la réalisation de cette plus grande aire de jeu inclusive de France. Elle croit très fort à ce vecteur de l'aire de jeu pour diffuser le message. Alors pour deux aspects, pour faire beaucoup plus sortir les enfants en situation de handicap, parce qu'encore une fois, ils ont relativement peu d'occasions de sortir, et malheureusement, ils restent très souvent et trop souvent chez eux, donc ça c'est un aspect. Et l'autre aspect, oui, c'est pour faire passer le message de l'inclusion. Je parlais du message avec les enfants, mais les accompagnateurs des enfants valides sont aussi bienveillants par rapport aux enfants qu'ils peuvent rencontrer sur les aires de jeu. Et tout ça, ça fait un amalgame et quelque chose qui est quelque part extraordinaire à vivre, parce qu'on voit des situations qui sont vraiment riches et puis humainement qui apportent beaucoup. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. On se retrouve demain, bien sûr, même heure. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir été avec nous. Canal 247 sur les Freebox pour nous retrouver. SchoolTV.com, bien entendu. Aujourd'hui, donc, Mickaël Dos Santos, ici présent. Réalisation Xavier Sanchez. Au son, Héloïse Merlin. Le make-up, Colline Hamel. À la rédaction, toujours Emma Guessel et Agathe Delannoy, que j'embrasse particulièrement toutes les deux. Et ainsi que Roxane Sarfati à la post-prod. Merci, bonne soirée.